Donc, si vous voulez travailler en fait si vous voulez créer des projets, donc nous avons dit que la dernière fois, bon, si vous travaillez avec Eclipse pour créer des projets Spring, si vous avez suivi un petit peu la démarche des dernières démos, c'est que la première des choses que vous aurez besoin, d'abord, c'est de s'assurer que vous avez une version Eclipse Java Enterprise Edition. Parce qu'en fait, il y a la version Java Developer et Java Enterprise. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que... Monsieur, Oui, monsieur, oui, j'ai une question s'il vous plaît. oui. Comment on doit faire si on a des requêtes complexes comme les sous-requêtes, les jointures? Waouh, waouh, أنا جايين. Il y a toutes les solutions. Maintenant, il faut juste comprendre comment déjà la démarche de JPA. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment gérer les associations. D'accord? Ah, d'accord. Parce qu'on n'a pas encore parlé des jointures et des associations, ça c'est quelque chose qu'on va faire à part. Donc si vous voulez travailler donc une application, créer un projet Spring, la première des choses que vous avez besoin, il faudrait installer un plugin qui s'appelle Spring Tools. Il faut s'assurer que vous l'avez dans votre machine. Et pour installer les... Alors IntelliJ, non, si vous avez l'IntelliJ version Community, plutôt version Ultimate, donc là vous n'avez pas besoin parce que dans IntelliJ vous avez par défaut, c'est installé. Mais si vous travaillez avec Eclipse, il y a un plugin qui s'appelle Spring Tools. Et si vous voulez installer les plugins, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers Help Eclipse Marketplace. Et donc, sur Eclipse Marketplace, généralement, on peut chercher des plugins qu'on peut ajouter à Eclipse. Alors, donc, par exemple, si vous cherchez Spring Tools, en principe, vous pouvez le trouver en tapant Spring Tools. Go. Et en principe, vous allez trouver, selon la version que vous utilisez, vous allez trouver donc en fait un plugin Spring Tools qui est proposé. Vous voyez ici par exemple. Alors ici donc Spring Tools, ça c'est le 3. C'est lui qui est proposé. Donc en principe, vous voyez ici, parce que moi c'est déjà installé, donc normalement, vous devrez avoir une version plus supérieure à celle-là. Mais bref, donc dans mon cas en tout cas, donc c'est déjà installé. Je ne vais pas le réinstaller. Voilà, bon c'est celui qui est proposé en tout cas. Alors une fois, donc généralement vous cliquez dessus, après next, 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 vous l'installez. Bon, ça prend un peu de temps, c'est-à-dire il vous faut avoir une connexion. Si votre connexion est rapide, c'est plus rapide, mais si la connexion est trop lente, vous allez attendre un petit moment pour que ce soit installé. Alors une fois que, en tout cas, je suppose que le plugin est installé, donc je vais créer un projet Spring Starter Project. Alors dans la partie, donc on va trouver souvent ici, si on va chercher Spring, ben, on va trouver Spring Starter Project. Alors en fait, quand on crée un projet Spring Starter Project, donc je vais créer un projet, je vais d'abord donner un nom. Alors en fait, qu'est-ce qu'il fait avec le plugin? Il va d'abord se connecter à un site qui s'appelle start.spring.io. Ça veut dire que quand vous créez le projet là, il vous faut une connexion. Au moment de la création du projet, il faut être connecté. Le projet, je vais l'appeler par exemple TPGPA, comme ça. Et après, on va spécifier d'abord, il faut noter qu'un projet, en fait, Spring, c'est un projet qui utilise, c'est un projet Maven, mais également, vous pouvez utiliser Gradle. Alors, je vous rappelle que Maven et Gradle, c'est quoi? C'est des outils qui sont utilisés pour gérer les dépendances dans un projet. Alors ici par défaut, généralement on va utiliser Maven pour les applications Java et pour les applications Android, vous l'avez remarqué, c'est qu'on utilise Gradle. Mais en fait, Maven, Gradle, donc c'est des outils qui sont très courants. Donc, alors si vous avez suivi, donc là parce que si vous avez suivi l'ensemble des démonstrations que je vous ai données dans la partie injection des dépendances, il y a une vidéo dans laquelle je parle avec des petits détails sur Maven. Donc je vous recommande un petit peu d'aller la voir et de regarder justement
Maven, c'est quoi, qu'est-ce qu'il permet de faire, etc. Mais c'est un outil qu'il faut connaître. Dans notre cas ici, on va supposer que Maven, c'est un outil qui va permettre de gérer les dépendances. Alors, ici, donc, je vais travailler du moment que j'ai installé Java 8. D'ailleurs, je vous recommande de rester toujours sur Java 8 et d'éviter les dernières versions de Java parce qu'il y a toujours... vous savez que depuis Java 8, à partir de Java 9, Sun a été racheté par Oracle. Et que Oracle, donc il fait un peu de ménage dans Java. Dans la version 9, il a fait des modifications. Après, il y a la version 10, 11, 12, 13, 14. Il y a des versions. Donc, ce qui fait, si vous voulez, d'ailleurs, vous ne voyez pas ici la version 9, et vous ne voyez pas la version 10, vous voyez que la version 11 et la version 15. Vous voyez? Donc, ça veut dire que il y a des versions dans lesquelles il y a des petits problèmes qu'il ne faut pas utiliser. Donc, c'est pour être stable, pour être sûr que vous êtes vraiment, c'est-à-dire, vous n'aurez pas de problème. Il faut s'assurer que vous avez installé le Java 8, JDK 8 dans votre machine et de l'utiliser toujours. Mais l'empêche que vous pouvez utiliser, bien sûr, les autres versions. Donc là, j'utilise Java 8. Alors, l'application que je vais créer, elle va utiliser le langage Java. Alors, pour travailler des applications Spring, c'est Java, mais également, vous pouvez utiliser Kotlin. Alors, en fait, dans la programmation Java, Kotlin, c'est un langage qui est basé sur Java, qui possède une syntaxe relativement plus simple. Mais généralement, pour quelqu'un qui a déjà fait Java, donc ils vont préférer travailler avec le langage Java. Mais pour les gens qui n'ont pas vu Java auparavant, ils trouvent par exemple que Kotlin, c'est un langage qui est relativement plus simple, surtout pour ceux qui travaillent avec, qui développent des applications Android, qui font des développements mobiles. Dans Android, généralement, ceux qui sont des connaisseurs de Java, ils vont préférer travailler avec Java. Mais ceux qui n'ont pas fait du Java, généralement, ils vont utiliser Kotlin. Donc ça, c'est... Mais également, il y a un langage qui s'appelle Groovy. Bon, tout ça, c'est Kotlin, Groovy. Groovy, c'est des langages qui sont basés sur Java. C'est-à-dire, en réalité, c'est toujours la machine virtuelle Java. C'est juste là, syntaxiquement, on a essayé de faciliter, de réduire un petit peu on va dire, de simplifier la syntaxe de la programmation. Alors, donc, quand je crée une application, d'une manière générale, vous avez également le packaging. Alors, pour l'application, il y a deux types d'applications qu'on peut créer. Quand vous créez un projet Maven d'une manière générale, à la fin, le livrable, qu'est-ce qu'on va livrer à la fin? C'est-à-dire, quand vous générez l'application finale, ça peut être soit un fichier .jar ou bien un fichier .war. Alors, jar, ça veut dire Java Archive. Et war, ça veut dire Web Archive. Alors, les deux, Java, jar et war, c'est des fichiers .zip, tout simplement. Alors, si vous packagez l'application dans un jar, qu'est-ce qu'il y a généralement dans un jar? C'est une application Java. Vous allez trouver que c'est une application Java, c'est-à-dire c'est des classes Java que vous allez trouver, dans lesquelles vous allez trouver également des ressources, etc. Si vous créez un projet Spring avec le packaging jar, ça veut dire qu'à la fin, votre application, ça devient un fichier .jar. Et si vous prenez ce fichier .jar, vous pouvez l'exécuter dans n'importe quelle machine. Ce qu'on appelle, c'est une application standalone application. Standalone application, ça veut dire que c'est une application que vous pouvez démarrer indépendamment dans n'importe quelle machine. Il suffit d'aller dans n'importe quelle machine, vous tapez la commande Java, -jar et le fichier .jar et vous démarrez votre application. Et si votre application a besoin d'utiliser un serveur web ou un conteneur web comme Tomcat, en fait, c'est le jar qui contient le serveur web, c'est-à-dire c'est le fichier .jar lui-même, il contient toutes les dépendances qu'il faut pour que votre application puisse fonctionner. C'est-à-dire, vous démarrez votre application et c'est l'application qui démarre Tomcat, par exemple. Alors ça, c'est le jar. Le jar, c'est ce qu'on appelle, vous voulez créer une application autonome. Alors ça, c'est très recommandé d'utiliser les jars. Mais à l'époque, avant, on utilisait plutôt les war. Ajna Web Archive, la même chose. Les war, on l'utilise quand il s'agit vraiment d'une application web. Et que si vous générez votre application sous forme d'un war,
Ça veut dire que votre application n'est pas autonome. Si vous voulez qu'elle marche, ben, il vous faut d'abord démarrer un serveur d'application comme Tomcat, ou bien comme Glassfish, ou bien comme JBoss. Il faut avoir ce serveur d'application. Et après, dans le serveur d'application, vous déployez ce WAR. Donc, il y a deux façons pour déployer les applications J2E ou bien Java d'une manière générale, soit sous forme de WAR ou bien de JAR. JAR, ça veut dire autonome. WAR, ça veut dire c'est une archive qu'il faut déployer dans un serveur d'application. Mais par contre, avec le JAR, vous n'avez pas besoin d'un serveur d'application, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire, quand vous démarrez l'application, elle-même, il va démarrer tout ce qu'il faut pour que l'application puisse fonctionner. Donc, nous, on va utiliser plutôt donc des JAR dans un premier temps. Si vous voulez, vous pouvez dire que le passé, c'est le WAR, le présent et le futur, c'est le JAR. Parce qu'en fait, après, on va voir que les applications, souvent, c'est des applications distribuées. Et quand on est dans l'approche microservice, souvent, on va préférer utiliser des JAR au lieu des WAR. Alors, après, donc, on va spécifier pour un projet Spring. Comme c'est un projet Maven, il faut spécifier ce qu'on appelle le groupe ID. Alors, par exemple, ici, donc, le groupe ID, je vais l'appeler ma.n7. Alors, généralement, dans le groupe ID des projets, on met toujours souvent le nom de domaine de l'entreprise inversé. Par exemple, si vous avez une entreprise x.com, on va mettre plutôt le groupe ID, c'est com.x. Bon. C'est juste une manière de garantir que ce projet-là, c'est créé par l'entité. Et après, on spécifie ce qu'on appelle Artifact ID. Bon, Artifact ID, c'est le nom du projet ou bien le nom du module. C'est-à-dire, dans ce groupe ID, nous allons créer un projet qui s'appelle TPGPA. Donc, l'Artifact ID. Et pour le reste, vous gardez la version, parce qu'à la fin, quand on va générer le JAR, il va falloir qu'on lui donne une version. Et si vous ne donnez pas de version, généralement, par défaut, il utilise la version 0.0.1 snapshot. Alors, ce terme snapshot-là, c'est dire tout simplement, c'est la version en cours. Alors, quand vous voyez un fichier .jar qui se termine par snapshot, c'est-à-dire c'est une version en cours, c'est-à-dire en cours de développement. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. OK? Mais si vous trouvez, par exemple, une version qui se termine par final ou bien release, ben, ça veut dire que ça y est, donc c'est un jar qui est fini. Bon, c'est juste un terme. Mais l'empêche ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez RC1, vous mettez la version, etc. Bon, c'est une version qui va être spécifiée. Donc, je garde toujours, on va garder donc par défaut donc snapshot. Et après, dans l'application, en fait, l'application va utiliser un package. Alors, généralement, on préfère utiliser dans les packages le même nom de groupe ID, c'est-à-dire ma.n7 par exemple. Ça, c'est le groupe ID. Ça, c'est le package de l'application, si vous voulez, dans lequel on va trouver l'application. Et après, vous mettez point quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça peut être par exemple TPGPA. Souvent, on va trouver, donc, c'est le groupe ID, point, artifact ID. Bon, ça, c'est juste des conventions, mais le package, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais il faut toujours respecter les conventions. Bien, alors ça c'est la première étape. Deuxième étape, quand vous faites Next, maintenant, nous avons besoin des dépendances. Alors les dépendances, c'est-à-dire les librairies qu'il faut dans votre projet. Alors du moment que nous sommes en train de créer un projet basé sur Spring Boot, alors nous allons d'abord spécifier la version. Alors généralement, vous allez trouver ici, donc, par exemple, la dernière version maintenant, c'est la version 2.4.5. Vous voyez, ça évolue. Alors ici donc, si vous mettez ça, quand vous voyez snapshot, c'est-à-dire c'est en cours. Toutes les versions snapshot, il faudrait les éviter. D'accord? Bon, M2, tout ce qui est M2, c'est-à-dire c'est final, hadith c'est final, etc. Bon. Donc c'est pour cela que, par exemple, ici, donc, vous allez souvent, il va vous proposer une version. L'essentiel, c'est qu'avant d'avancer, vous regardez quand même sur la version. Parce que dans Spring Boot, à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions, il y a parfois des petites modifications. Il faut juste le savoir. Donc là, j'utilise dans cette démo la version 2.4.3. Bon, après les dépendances, moi, je veux créer maintenant une application dans laquelle je vais utiliser GPA. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher dans la catégorie SQL
Alors, dans la catégorie SQL, je vais cocher Spring Data GPA. Alors, c'est l'idée, je veux créer une application qui est basée sur Spring Data GPA. Sur GDB. Non, on n'a pas besoin de. C'est pas la peine de mettre GDBC. Si vous mettez Spring Data GPA, vous avez tout. Regardez ce que vous allez avoir. Quand vous cochez Spring Data GPA, vous avez donc Spring Data. Il va inclure GPA et en même temps, il inclut Hibernate. Donc, c'est-à-dire la seule dépendance va vous ramener tout ce qu'il faut pour accéder bien sûr à la base de données. Et après, par la suite, il faut spécifier quel type de base de données que vous voulez utiliser. Alors, si vous voulez utiliser, par exemple, MySQL Driver, parce qu'il vous faut le payload GDBC, je peux cocher MySQL. Alors, c'est ce qu'on va faire par la suite. Mais pour les applications de test, on va utiliser une base de données qui s'appelle H2 Database. Alors, en fait, H2 Database, c'est quoi? Ben, c'est une base de données qui va démarrer, qui sera démarrée par l'application en mémoire. C'est un SGBD qui va tout simplement démarrer. Quand on démarre l'application, il démarre un SGBD en mémoire, dans la RAM, qui s'appelle H2 Database. H2 Database, il vous permet de tester l'application. C'est-à-dire, vous testez votre application, vous pouvez regarder vos tables, etc. Mais la particularité de H2, c'est que les données ne sont pas enregistrées, ne sont pas persistantes. C'est-à-dire, dès que vous arrêtez l'application, les données vont disparaître. Donc, H2 Database, c'est un système de gestion de base de données, mémoire, qui est généralement utilisé pour tester les applications. Mais une fois que vous testez votre application et que ça marche, je vais vous montrer tout à l'heure comment basculer vers un SGBD comme MySQL. Donc, et après, on va voir, c'est juste au niveau de la configuration qu'il faut changer. C'est clair? Alors, ça, c'est quelques dépendances qu'on va utiliser. Alors, parmi les autres dépendances qu'on va utiliser, alors si vous remarquez la dernière fois, nous avons, à chaque fois qu'on crée une entité, il faut générer les getters et setters, n'est-ce pas? Pour ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, dans Java, si vous ne voulez pas générer les getters et setters, et nous savons déjà que les getters et setters, c'est des codes techniques. Bah, généralement, vous le générez, c'est des codes qui polluent votre code source, il est obligatoire, mais c'est des codes que vous ne lisez jamais, parce qu'en fait, ça c'est des codes, vous savez ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a dans Java un moyen qui permet de masquer ce code-là et qu'il soit ajouté automatiquement? Alors, sachez qu'il y a une dépendance qui s'appelle Lombok, que je vais ajouter ici. Lombok. Alors, oui? Alors, dans la catégorie, parfois, parce qu'en fait, à chaque fois ça change. Si vous voulez pas chercher la catégorie, vous tapez juste, vous le cherchez, il va le retrouver facilement. D'accord? Parce qu'en fait, moi, ce que je fais d'habitude, c'est ça. Si je veux Lombok, je vais chercher Lombok et après, il le trouve. C'est dans Developer Tools, dans la catégorie Developer Tools, les outils de développement. Alors, en fait, Lombok, donc, c'est quoi? En fait, c'est une dépendance qui va nous permettre, grâce à des annotations, de générer automatiquement les getters et setters, les constructeurs et tout ça. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de le faire et donc, ça se fait automatiquement. Il y a parmi les outils de développement également, on va utiliser une dépendance qui s'appelle DevTools. Alors, DevTools, Spring Boot DevTools, c'est une dépendance qui permet d'offrir un certain nombre de dépendances pour le développeur. Et parmi les outils qui sont fournis par DevTools, c'est qu'il vous fournit une interface. Au démarrage de l'application, il vous fournit une interface web. Une interface web qui permet de consulter la base de données. Alors, logiquement, moi, les dépendances, mais du moment que je veux créer une application web par la suite, bon, ça c'est les cours que nous allons voir après, si vous voulez créer une application web, on va utiliser, en fait, nous allons utiliser Spring MVC. Et pour utiliser Spring MVC, il suffit d'ajouter une dépendance qui s'appelle Spring Web. Dans la catégorie web, on va utiliser Spring Web. Alors Spring Web, si on coche ces dépendances-là, cette dépendance, ça veut dire qu'automatiquement, vous allez intégrer dans votre application Spring MVC et vous intégrez tout ce qui concerne l'application web, particulièrement
par exemple Tomcat comme serveur, parce qu'il y a un serveur qui va être utilisé automatiquement, qui est intégré dans les dépendances. Alors bref, dans votre premier TP, dans ce démon, vous aurez besoin d'utiliser ces dépendances. Ah ben oui, donc il n'y a pas beaucoup de dépendances. Nous avons dit qu'il y a Spring Data GPA, ça c'est pour le mapping objet relationnel. H2 Database, c'est un système de gestion, c'est le SGBD, on va dire mémoire. Nous aurons besoin d'utiliser Spring Web parce qu'en fait, dans le futur, nous aurons besoin de créer une application web basée sur Spring MVC. Et après, donc, les outils de développement. Les outils qui ne sont pas obligatoires mais qui sont utiles, comme Lombok. Ça permet d'éviter de générer les getters et setters. Et Spring DevTools, donc c'est en fait un outil qui est utilisé pour pouvoir fournir un certain nombre de choses aux développeurs. Parmi les choses qu'il fournit, il fournit une interface web qui permet de consulter une base de données quelconque. Voilà, next et finish. Alors ça c'est... Oui. Le Spring Web n'est pas important pour les applications mobiles. Bien sûr, pour les applications mobiles, pour les applications mobiles, tout ça n'est pas important. Alors pour les applications mobiles, donc il n'y a pas on n'a pas besoin de Spring carrément. Oui. Je sais pas, parce que faites attention, parce que quand je dis bien application mobile, je disais mobile c'est front, d'accord? Parce qu'en fait, quand vous travaillez un projet, le backend c'est Spring, par exemple. Si le backend c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais après, ça c'est le back-end, d'accord? Mais le front-end pour les applications mobiles, ça c'est autre chose, c'est un autre projet à part. Je parle du back-end de l'application mobile. Est-ce que dans le back-end de l'application mobile... Non, bien sûr. Non, attendez. Le back-end, c'est le même back-end qu'on va utiliser aussi bien pour l'application mobile, pour le web, pour le desktop. C'est-à-dire le back-end, c'est une application mobile ou c'est une application desktop ou web. Même si vous créez une application mobile, vous aurez besoin d'utiliser Spring MVC, côté back-end. Parce que Spring MVC, c'est le framework côté serveur et par exemple Flutter, c'est le framework côté mobile. C'est différent. C'est clair? Alors finish. Alors quand vous créez le projet, vous allez remarquer ici que généralement il faut attendre. Si c'est la première fois que vous créez ce genre de projet, vous allez attendre qu'il télécharge les dépendances. C'est-à-dire maintenant c'est Maven qui est en train de se connecter, il télécharge les jars, toutes les librairies dont vous aurez besoin. Et souvent, donc, si vous avez une connexion rapide, c'est plus rapide. Si vous avez une connexion qui est trop lente, la première fois que vous allez faire ce travail-là, ben, ça prend un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait généralement Maven? Alors Maven, il télécharge les jars. Une fois qu'il va les télécharger, il va les mettre dans un dossier de votre machine. Alors je vais vous montrer où est-ce que Maven va stocker les jars. Alors généralement, les librairies Maven, ils sont stockés dans un dossier utilisateur. Si vous allez vers C utilisateur, le nom de l'utilisateur, il y a un dossier qui s'appelle .m2. Le dossier .m2, c'est Maven. C'est ce qu'on appelle le repository Maven. Alors, .m2, vous allez trouver un dossier repository. Et là, vous allez trouver les librairies qui sont téléchargées par Maven. Par exemple, si vous regardez bien, par exemple, là, vous allez trouver, par exemple, pour Spring, ça va être c'est org, Spring Framework, il y a Spring Boot, il y a Spring Cloud, bon, toutes les librairies que j'utilise dans ma machine, Spring Core, il y a les versions, et dans chaque version, il y a les jars. Donc, c'est-à-dire, Maven, c'est lui qui va indexer tout ça dans ce dossier, ce repository. Donc, au départ, ce repository-là, pour vous, ça va être vide. Il ne contient rien. Mais au fur et à mesure que vous créez des projets, c'est Maven qui va le remplir avec des librairies. Ça veut dire que la prochaine fois, si vous voulez créer un projet qui contient les mêmes dépendances, en fait, Maven ne va pas télécharger les jars à nouveau parce qu'il les a déjà dans le repository. Okay? Ça, c'est une histoire de Maven. Alors maintenant, le projet est créé. Une fois que le projet est créé, maintenant, il est là, c'est TP GPA. Alors, en fait, dans un projet,
dans un projet en fait Spring Boot, bon, c'est un projet Maven. Quand vous voyez donc un projet Maven, possède toujours un fichier qui s'appelle POM.xml. À ce fichier-là, POM.xml, c'est le fichier dans lequel on déclare les dépendances. Alors pour le moment, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit et vous allez juste trouver les dépendances que vous avez cochées tout à l'heure. Alors ici, donc, vous voyez donc il y a Spring Data GPA, il y a la dépendance que nous avons cochée. Nous avons utilisé Spring Web, la dépendance d'IL DevTools, H2, Lombok. Et après, il ajoute une autre dépendance pour les tests unitaires, pour faire les tests. Alors ça, c'est en fait le fichier POM.xml. Mais si jamais, par exemple, vous avez oublié une dépendance, vous voulez l'ajouter, c'est très simple. On va tout simplement dans le fichier POM.xml, on récupère la dépendance qu'il faut et on va la copier directement ici. Alors souvent, c'est ce qu'on fait avec Maven. Alors maintenant, donc un projet Spring Boot, c'est un projet Maven dans lequel il y a une petite application qui est créée. Alors dans le menu Source Main Java, ici, on va trouver une application Java, Spring. Alors finalement, mon application, c'est une application Java qui va démarrer. Et cette application-là, il ne contient pas grand-chose. Bon, c'est une classe qui contient la méthode main. Alors qu'est-ce qu'il fait cette application si vous la démarrez? Il fait appel à Spring Application.run. Ça veut dire quoi? Quand on démarre l'application, le premier qui va démarrer dans l'application, c'est Spring. Alors, généralement, quand Spring va démarrer, il va souvent lire un fichier de configuration qui se trouve dans le dossier ressources, ici, qui s'appelle application.properties. Alors, le fichier application.properties, c'est le fichier dans lequel on va configurer, par exemple, tout à l'heure, si vous voulez utiliser une base de données, si vous voulez utiliser, par exemple, une base de données MySQL, donc on va utiliser un certain nombre de propriétés, l'URL, username, password, etc. Et ça, c'est des propriétés qu'on va ajouter tout à l'heure. Alors pour le moment, il est vide. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à créer mon application. Alors supposons que je veux créer une application qui permet de gérer des patients. Je vais créer une classe Java. Alors là, il faut faire attention. Au début, donc, il faut respecter les conventions. C'est-à-dire quoi? Regardez l'application que j'ai ici. Il se trouve dans quel package? ma.n7.tpgpa. Ça, c'est le package de l'application. Alors maintenant, les classes que je vais créer, ils doivent se trouver à l'intérieur de ce package. C'est-à-dire quoi? C'est que le package de la classe patient que je vais créer, il va se trouver dans le package ma.n7.tpgpa et après je vais ajouter .entities. Donc ça, c'est pour stocker les entités GPA. Je vais créer une entité qui s'appelle patient. Regardez le package ici. Alors si vous mettez votre classe dans un package qui est en dehors de ce package-là, vous allez avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez l'application, quand vous faites run Java Application, Spring démarre. Mais Spring, qu'est-ce qu'il fait? Spring il ne va scanner que les classes qui se trouvent à l'intérieur de ce package. Si vous avez des classes qui se trouvent en dehors de ce package-là, il va les ignorer. Donc, c'est-à-dire, même si vous mettez des annotations et tout ça, vous allez voir qu'à un moment donné, donc, il va les ignorer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reviens à ma classe. Alors ici, donc, je suppose qu'un patient est défini par son ID, par exemple, par son nom, par sa date de naissance, par exemple, c'est champ de type date java.util. Quoi d'autre? Par son score. Un score, bon, c'est juste pour... et par exemple, un attribut qui est de type booléen, qui indique, par exemple, c'est
si le patient est malade ou pas. Alors ici, donc, je ne vais pas mélanger entre le français et l'anglais. Donc ça, c'est le nom. Ça, c'est date naissance. Ça, c'est le score. Et ça, c'est malade. Alors ça, c'est des attributs. Alors maintenant, pour créer une entité GPA, il faut d'abord les getters et setters. Alors maintenant, pour créer les getters et setters, donc je n'ai pas besoin de les générer parce que j'ai ici une Lombok. Alors pour utiliser Lombok, il suffit d'utiliser la notation data. Lombok. Alors si vous utilisez la notation data, alors data ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement Lombok va générer les getters et setters. Ça y est, vous n'avez plus besoin d'avoir les getters et setters. Ils sont déjà dans le code. Vous ne les voyez pas dans le code source, mais ils sont dans le bytecode. Alors la preuve, si vous affichez la fenêtre par exemple outline, alors show window outline, alors cette fenêtre là, qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche ce qu'il y a dans la classe. Alors regardez, si je supprime data, vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans le bytecode? Il n'y a que les attributs, n'est-ce pas? Et après, si vous ajoutez la notation data et vous enregistrez, vous voyez, il ajoute les getters et setters. Alors ça, c'est de la programmation orientée aspect. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé de l'AOP. Lombok, il utilise l'AOP. C'est-à-dire, quand je compile, le compilateur va faire appel à Lombok, il va visiter le code, dès qu'il trouve la notation data, il va injecter du bytecode. Le bytecode, les getters et setters, il l'ajoute automatiquement. Mais il faut faire attention, c'est que même si vous intégrez au départ, si vous intégrez la dépendance Lombok, vous allez voir que ça ne va pas marcher au départ. Pourquoi? Parce que si vous voulez que Lombok puisse fonctionner dans votre IDE, ben, il vous faut configurer votre environnement pour lui dire de compiler avec Lombok. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous travaillez avec Eclipse, bon, ça, il y a une manière que vous devrez choisir, il y a une démarche qu'il faut faire sur Eclipse pour configurer Lombok avec Eclipse. Alors, comment vous allez faire? Si vous voulez faire cette opération-là, normalement, d'ailleurs, comment vous pouvez savoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ben, vous affichez la fenêtre outline, vous mettez data. Alors, si votre IDE n'est pas configuré pour utiliser Lombok, vous allez voir que les getters et setters ne vont pas être générés. Et si c'est le cas, vous allez chercher. Alors, vous cherchez. J'espère que je n'ai pas fermé le. Oui, c'est pas fermé. Alors, vous allez chercher sur le site Project Lombok. Project Lombok. Vous trouverez le site de Project Lombok et vous allez trouver. Voilà la documentation. Ici, vous allez trouver, donc il y a un lien, ici. Hop. Alors, vous allez trouver comment utiliser Lombok. Alors, forcément, il vous dit voilà à quoi ça sert. Bon, regardez le logo de Lombok. C'est ça, Lombok. Alors, pour les gens qui aiment ce qui est piquant, tout simplement, vous utilisez Lombok. Alors, comment faire? Ouais, il vous montre comment installer Lombok dans votre environnement avec Eclipse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de télécharger un jar, c'est-à-dire lombok.jar. Alors je vais le faire rapidement parce que je fais ici, là vous avez download, vous avez le jar. Une fois qu'il est téléchargé, c'est un fichier .jar ici. Il faut enregistrer. Bon, là c'est pour les gens qui travaillent avec Eclipse. Et ils vont télécharger ce jar, et ce jar, ils vont l'exécuter. Ils vont l'exécuter. Bon, si vous faites un double-clic, et quand vous l'exécutez, il va vous afficher une fenêtre, celle-là. Il va vous demander où se trouve Eclipse. Vous allez choisir tout simplement Specify Location. Et vous lui montrez l'endroit où se trouve votre version de Eclipse. Alors pour moi, par exemple, il se trouve dans Tools, Eclipse, c'est tout. Vous allez vers Eclipse et vous mettez Select.
Et quand vous mettez select, vous mettez install update. C'est très rapide. Alors vous faites ça, moi je l'ai déjà fait, mais si vous voulez faire ça, faites attention, il faut quitter Eclipse, parce que si vous n'avez pas quitté Eclipse, il ne va pas faire cette opération, parce qu'il va modifier quelque chose dans la configuration de Eclipse. Alors je quitte, je ne vais pas le faire, c'est-à-dire c'est déjà fait, mais quand vous faites cette opération-là, qu'est-ce qu'il fait en fait à l'outil Lombok, le plugin? Il va vers Eclipse. Donc là où vous avez Eclipse, il va tout simplement changer le fichier. Il va modifier le fichier eclipse.ini. Bon, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il ajoute? Déjà, premièrement, c'est que vous allez trouver dans Eclipse, il y aura un fichier lombok.jar, n'est-ce pas? Et si vous faites ça, avec le lombok.jar qui est copié Eclipse. Deuxièmement, il va changer le fichier avec eclipse.ini, il va ajouter la ligne, tout simplement. La ligne, c'est l'option Java Agent et il spécifie le chemin du fichier .jar. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait l'opération et si vous relancez Eclipse, à chaque fois que vous enregistrez, votre fichier, vous compilez. Et quand vous compilez, on va compiler avec l'option Lombok. C'est l'option qu'il a ajoutée. Ça veut dire quoi? Il y a le compilateur qui va générer le bytecode, mais une fois que le compilateur Java termine, il va demander à Lombok de visiter le code. Donc Lombok, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder le code. Dès qu'il trouve, il y a par exemple la notation data, et après c'est Lombok qui va ajouter les getters et setters. Donc c'est-à-dire si vous n'avez pas fait la configuration, et bien tout simplement, même si vous avez la dépendance Lombok dans votre projet, ça ne va pas marcher. C'est clair? Donc c'est pour Eclipse. Alors pour les gens qui travaillent avec IntelliJ, il faut chercher les plugins. Dans les plugins, vous installez un plugin qui s'appelle Lombok. Donc il suffit de l'ajouter. Il vous demande de redémarrer et après ça marche. Donc c'est pareil. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire il faut configurer l'IDE pour qu'il puisse compiler avec Lombok. Mais pour savoir si ça marche, il faut toujours voir cette fenêtre-là, en tout cas pour le cas de Eclipse. Alors maintenant, je veux un constructeur sans paramètres, je vais utiliser la notation noArgConstructor. Je veux un constructeur avec paramètres, je vais utiliser la notation allArgConstructor. Je veux une méthode toString, je vais ajouter la notation toString. Vous voyez donc tout ce code-là, le bytecode, il est là. Donc ça veut dire que dorénavant, tout ce qui est les getters, setters, un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, la méthode toString, c'est des choses classiques. Ben, tout simplement, Lombok il peut les injecter. Alors jusque-là, donc nous avons créé la classe patient avec les getters et setters, c'est ce que nous avons appelé la dernière fois un Java Bean. Maintenant, pour que ce soit une entité GPA, on va utiliser la notation entity. Donc je vous rappelle que la notation entity, c'est pour dire que cette classe correspond à une table dans la base de données. Et si vous voulez spécifier le nom de la table correspondance, vous utilisez la notation table. La table s'appelle par exemple patient. Si vous ne spécifiez pas le nom de la table, alors par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Et après, nous avons dit qu'avec GPA, il faut spécifier quel est l'attribut qui représente l'identifiant, en utilisant la notation ID. Et si vous souhaitez que le ID soit généré automatiquement, on va utiliser la notation generated value. Et quand vous mettez generated value, on va spécifier la stratégie. Et là, je vais utiliser identity, c'est-à-dire +1. C'est-à-dire à chaque fois, il va ajouter un +1. Alors, si vous voulez spécifier, par exemple, le nom vous voulez associer un nom à une colonne, vous pouvez utiliser la notation colonne. Alors, comment il s'appelle la colonne? Name. Alors là, non. Alors, si vous ne spécifiez pas de colonne, par défaut, il va prendre le même nom que l'attribut. Il respecte les conventions. Alors, ça veut dire qu'ici, donc, je n'ai pas besoin d'utiliser colonne, ce n'est pas obligatoire. La notation tablée également, il n'est pas obligatoire. Alors, en réalité, si je démarre l'application maintenant,
Spring, il va faire tout le travail. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, je vais faire ça, je vais démarrer l'application. Alors, run Java application. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand vous démarrez l'application Spring Boot, il y a Spring Boot qui démarre. Il y a Spring qui démarre en premier lieu. Et quand il démarre, il sait que vous utilisez GPA dans les dépendances. Parce que vous avez dans les dépendances, vous avez ajouté Spring Data GPA. Donc, automatiquement, quand il démarre, il va configurer GPA. C'est-à-dire quoi? Il va créer l'Entity Manager Factory. Il le crée automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de le créer. Et quand il le crée, alors par défaut, il voit que la base de données n'est pas créée, il va la créer. C'est-à-dire, logiquement, si on regarde maintenant dans notre base de données, on devrait trouver que la table, on va trouver que la table patient a été déjà générée. Mais maintenant, le problème, comment s'appelle notre base de données? Ben, tout simplement, du moment que c'est une base de données de type H2, je vais aller vers le fichier Application Properties. On va ajouter une propriété qui s'appelle Spring Data Source URL. Et là, on va spécifier l'URL de la base de données. Alors, pour une base de données de type H2, l'URL, ça s'écrit comme ça. JDBC, H2, et le nom de la base de données. Même, c'est-à-dire c'est une base de données H2 en mémoire. C'est comme le fichier qu'on a imprimé. Exactement. Après Hadi, on va le remplacer par MySQL, l'URL MySQL, n'est-ce pas? Et la base de données ici, on va alors, directement la base de données. GDBC H2 même, et la base de données, on va l'appeler par exemple patient DB patient. Alors ça c'est pour H2. Alors ici donc normalement quand vous faites la modification, on va redémarrer. Alors pour redémarrer, donc vous voyez donc Spring, l'application il est déjà démarré. Et vous allez également remarquer que quand Spring démarre, c'est parce que nous utilisons Spring Web, vous allez trouver qu'il démarre un serveur web qui s'appelle Tomcat. Donc Tomcat, vous démarrez votre application, automatiquement il démarre Tomcat. Donc Tomcat c'est un conteneur web que nous allons utiliser pour l'application web et que Tomcat utilise quel port? 80 par défaut. Mais après on va voir si on veut changer ce port-là. Par exemple, supposons que le port 80 il est occupé, parce que ça c'est l'un des problèmes que vous allez rencontrer dans votre machine. Et le port 80 il est déjà occupé par une application. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Spring Server.port et on va mettre par exemple 82 et je redémarre. Alors quand je clique sur ce bouton là, je fais stop. Le bouton c'est stop, c'est restart, relancer, c'est-à-dire j'arrête et je démarre. Sinon il faut que je fasse ça, j'arrête et après j'exécute, je fais encore run. C'est normal parce que supposons il est déjà démarré, il veut le démarrer une deuxième fois, après il va vous dire que le port il est déjà occupé. C'est normal parce que maintenant le port qu'il va utiliser c'est le port 82. Et si vous démarrez l'application deux fois, il va vous dire que le port 82 est déjà occupé. Donc c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez modifier, il faut plutôt à chaque fois que vous allez faire une modification, il faut redémarrer. Et d'ailleurs vous allez remarquer quand même que même si je ne redémarre pas, si vous remarquez, si vous travaillez avec Eclipse, en tout cas, regardez ce que je fais. Je vais juste faire une modification. Je fais ça, espace CTRL S. Regardez ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui se passe? Il redémarre. Mais qu'est-ce qui permet de faire ça? DevTools. Vous savez la dépendance que nous avons ajoutée? DevTools. Parmi les choses qu'il vous permet, à chaque fois que vous faites une modification, il fait restart, il recharge, c'est-à-dire le contexte. Donc ça, s'il ne le fait pas, par exemple si vous travaillez avec IntelliJ, alors par défaut DevTools ne fait pas ça. Si vous voulez qu'il le fasse, il y a une configuration qu'il faut faire.
Donc c'est-à-dire s'il ne le fait pas, c'est à vous de le faire. Donc ça c'est juste indication. Alors maintenant, où est-ce qu'on va trouver maintenant la base de données? Alors si vous regardez dans les messages, ici vous allez trouver, il vous dit au démarrage, voilà, en principe ici H2, il vous dit qu'il y a une base de données H2. Si vous voulez accéder à H2, vous utilisez l'URL /H2 console. Et que la base de données utilisée, c'est DB Passion. Donc ça veut dire que quand vous démarrez Spring, par défaut, il va lire le fichier application.properties. Alors maintenant, si je veux consulter ma base de données, je vais utiliser http://localhost et je vais utiliser le port 8082 / pour le moment, je n'ai pas d'application web, mais je vais mettre H2 console. H2 console. Alors H2 console, ça c'est DevTools. Vous voyez, donc cette interface web, il est fourni par DevTools. Déjà le SGBD H2, il démarre en mémoire. Et après, il vous dit, vous voulez vous connecter vers une base de données de quel type? Vous voyez, donc ça c'est H2. Mais avec cet outil-là, on peut se connecter également à une base de données Oracle ou MySQL, peu importe. Alors ici, donc, c'est JDBC, l'URL, c'est quoi? JDBC H2 même. Et là, il faut mettre notre base de données. Comment on l'appelait? DB Passion. Et après, le nom de l'utilisateur, c'est SA par défaut. Le mot de passe, il est 8, connect. Alors, quand vous faites les connexions, vous allez voir que dans votre base de données, vous avez une table Passion qui a été créée. Alors, cette table Passion, il est définie par les attributs ID, date de naissance, malade, nom, score. C'est clair? Alors, si vous voyez les types, ça, il choisit un int, etc. Vous avez ici, regardez la date de naissance, par défaut, c'est timestamp. Alors, timestamp, c'est-à-dire c'est la date et le temps. Mais pour une date de naissance, on n'a pas besoin d'enregistrer ce que vous êtes né à 5 h du matin ou 4 h. On a besoin de garder que le jour. Alors, avec GPA, comment spécifier le format de la date? Eh bien, tout simplement, on va utiliser, il y a une annotation pour les dates qui s'appelle temporaire. Alors, si vous mettez l'annotation temporaire, ça c'est du GPA, vous pouvez spécifier soit date, time ou bien timestamp. Alors ici, par exemple, je vais choisir date. J'enregistre. Vous voyez, donc il va redémarrer, ou bien je redémarre. Et si je regarde encore, je vais actualiser, je me reconnecte à nouveau, je vois ici date de naissance, et cette fois-ci je vois, c'est qu'au niveau base de données, il a utilisé le type date. Par exemple, si vous regardez le nom, regardez, le nom il est de quel type par défaut? C'est varchar 255. Alors 255 caractères, c'est beaucoup pour le nom. Donc si vous voulez par exemple lui dire d'utiliser que varchar par exemple 25, ben à nouveau au niveau des annotations GPA ici, alors pour le nom, du moment que j'ai utilisé l'annotation colonne, name, et je vais mettre ici length. Par exemple, je vais lui dire c'est 25. C'est-à-dire c'est quand il va me créer la colonne name, il va la déclarer de type varchar parce que c'est du texte, et après la taille c'est 25. Bon, à nouveau la même chose. Et après, bon, ça c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Alors ici donc je fais ça. Patient. Le nom, je vois c'est varchar 255. Alors voilà quelques annotations, les premières annotations que vous allez utiliser. Maintenant, nous savons comment créer une entité GPA. Maintenant, je vais faire la gestion des patients. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser Spring Data. D'accord? Alors pour utiliser Spring Data, eh bien, tout simplement, il suffit de créer une interface dans le même package de l'application. Je vais créer une interface que je vais appeler Patient Repository et que je vais mettre dans le package ma.insert.gpa, c'est toujours le package de l'application. Le dossier, je vais l'appeler repositories par exemple. Généralement, le sous-package repositories, c'est ce qu'on appelle également le package DAO. Vous voyez donc ici le package repositories. Et pour créer une interface, donc il suffit d'hériter d'une interface qui s'appelle GPA Repository. GPA Repository, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez travailler avec Spring Data.
Et après, GPA Repository, c'est une interface générique qui utilise donc deux types génériques. Le premier, c'est quoi? C'est le nom de l'entité. Alors ça, c'est patient. C'est ce qu'on veut gérer. Et le ID de l'entité, de quel type? Il est de type langue. C'est normal parce que le patient que j'ai créé, son ID, il est de type langue. Et c'est tout. Alors, une fois que j'ai créé l'interface patient repository, je peux déjà tester mon application. Est-ce que ça va marcher? Alors, comment on va la tester? Alors, pour tester l'application, je vais revenir ici à mon application. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter un traitement une fois que l'application est démarrée. Donc, avec Spring, il y a un moyen très simple, c'est d'implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner. Alors, quand vous implémentez l'interface Command Line Runner, il va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Run. Alors, si vous démarrez maintenant votre application, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Spring qui va démarrer, il va configurer au départ, il fait tout le travail, mais une fois qu'il démarre complètement, il fait automatiquement appel à la méthode Run. Ça veut dire que la méthode Run, c'est la méthode qui s'exécute une fois que Spring est démarré. Et c'est ici que je vais tester. Par exemple, je vais insérer des patients dans la base de données. Alors pour cela, j'ai besoin tout simplement de déclarer un objet de type patient repository. Patient repository. Mais patient repository, c'est une interface, c'est du couplage faible, n'est-ce pas? Je vais demander à Spring de faire l'injection des dépendances. Alors si vous vous rappelez, pour faire l'injection des dépendances avec les annotations, nous utilisions l'annotation AutoWired. Alors AutoWired, ça veut dire quoi? Je vous rappelle. C'est que je suis en train de demander à Spring, moi je connais que l'interface, je ne connais même pas la classe. Mais je demande à Spring, injecte-moi dans cette variable un objet qui implémente cette interface. Bon, Spring, automatiquement, il va injecter l'implémentation générique dont il dispose déjà. C'est-à-dire, il va injecter Spring Data. Donc, c'est-à-dire là, encore, comme vous voyez ici, donc je crée l'interface, je ne connais pas la classe. D'ailleurs, la classe, je ne vais même pas la créer, c'est Spring qui va la fournir. Alors, du moment que j'ai ici patient repository, je vais insérer des patients. Patient repository.save. Oui, donc la méthode save, c'est une méthode que j'ai héritée de GPA repository. Elle permet d'enregistrer quoi? Un patient. Alors pour créer un patient, je vais utiliser new patient. Alors je vais utiliser ici patient avec paramètres. Je nomme les paramètres. Le ID, je vais mettre nul parce que j'ai un constructeur avec tous les paramètres. Donc le ID nul parce qu'il est auto-increment, c'est pas à moi de le spécifier. Le nom du patient, par exemple Hassan. L'autre paramètre, c'est la date de naissance. Je vais faire la date système, new date. C'est-à-dire il vient de naître. C'est pas normal. Et après, le score, 2300. Et après, l'attribut malade, je vais mettre false. Bon, là, j'ai suivi un petit peu le même... c'est-à-dire, si vous regardez la classe patient, vous allez trouver les attributs ici. Le premier, ça c'est ID. Le deuxième paramètre, c'est le nom, la date de naissance, le score et malade. Alors là, c'est le... En fait, all are constructor, il génère un constructeur dans le même ordre des attributs. Donc ici, donc, je vais insérer un premier patient, je vais insérer un deuxième, un troisième. Alors ici, alors j'ai avec moi ici Farah et j'ai avec moi et Iman. Il y a aussi Ayman qui me pose les questions. Ayman, tu es toujours là? Oui. Ok, très bien. Alors là, on va mettre des scores, des valeurs quelconques. Alors, ici, donc, on va mettre... Il n'y a personne qui est malade. Allez, je vais ajouter une personne que vous ne connaissez pas qui est malade. Ne me dites pas que... Alors, par exemple, Yassine, que je ne connais pas. Ici, malade.
Ouais, je suis sûr que ça va exister, mais je ne le connais pas, en tout cas. Yassine est malade et les autres ne sont pas malades. Et tout le monde vient de naître. New date. Alors, si je démarre l'application, vous allez remarquer maintenant que quand l'application démarre, je vais regarder la base de données, patient, et je fais run. En fait, je vais me connecter d'abord. Je vais vers la table patient. Là, je vais faire un select étoile from patient, run, et après, je vois ici, dans la table patient, j'ai mes données qui sont insérées. Donc, je n'ai pas de problème. Ici, ça n'est pas de problème. Maintenant, je veux afficher la liste des patients. Alors, tout ça, c'est des tests. Pour pouvoir afficher, donc, je vais faire ces patients repository, .find all. Find all, vous avez tous les patients. Après, je fais for each. Pour chaque patient P, je vais afficher les informations sur le patient. Alors, c'est system.out.println, p.toString. Bon, la méthode toString, elle est ajoutée par la notation. Alors, je démarre l'application. Et vous voyez ici, qu'est-ce que je vois? Au démarrage, je vois mes données. Je veux par exemple chercher un patient. Alors là, je vais mettre des séparateurs à chaque fois pour faire les tests. Je veux chercher un patient dont le ID est connu. Alors vous voulez un patient sachant son ID, vous déclarez un objet patient, P, patient, égale, c'est patient repository toujours, patient repository, c'est-à-dire l'attribut. Il faut faire attention, c'est l'attribut et non pas l'interface. Patient repository, point, find by ID. Je donne le ID. Par exemple, je veux le patient numéro, par exemple, 4. Mais ID, il est de type long. Et si vous remarquez une chose, c'est que quand on a utilisé long, nous avons utilisé long avec L majuscule. Et ça, c'est important. Alors, dans le GPA, les ID sont des classes, ils n'ont pas des primitives. C'est-à-dire, ne mettez pas long avec L minuscule, c'est plutôt long avec L majuscule. Si vous voulez mettre un int, vous mettez integer. Donc, il faut un peu utiliser des classes. Il faut utiliser les enveloppeurs et non pas les primitives. Alors ici, donc, ici pour utiliser un long majuscule, j'ajoute un L ici. Alors, find by ID et j'ajoute .get. Alors ici, donc, je suis en train de chercher un patient dont le ID égale 4. Et si vous voulez afficher les informations sur le patient, vous faites system.out.print patient .toString par exemple. Ou la .get, non. Je redémarre. Et vous voyez ici, donc, là, je vois bien, il s'agit de Ayman. C'est le patient numéro 4. Alors, je veux maintenant, supposons, je veux chercher des patients. Je veux chercher des patients dont le nom contient quelque chose. Ou bien, par exemple, je voudrais afficher que les patients qui sont malades ou qui sont malades, par exemple, ou bien dont le nom contient un keyword. Alors maintenant, cette méthode-là, je ne l'ai pas. Je peux l'ajouter. Alors, pour pouvoir l'ajouter, il suffit d'utiliser dans l'interface, de déclarer une méthode qui permet de retourner une liste de patients. Et après, on va respecter les normes. On va écrire find. Find by quoi? By l'attribut. Comment il s'appelle l'attribut? Non. Égal. Alors, au lieu de mettre égal, on va mettre like, c'est-à-dire contains. Contains. Entre parenthèses, on va mettre string name. C'est tout. Alors, avec cette méthode, si vous la déclarez, vous pouvez la tester directement dans l'application. C'est-à-dire ici, donc, je vais faire quelque chose comme ça. System.out.println. J'affiche des séparateurs. Et je vais chercher la liste des patients. Patients. Alors ici, donc, liste patients égale à quoi? C'est patient repository.
Patient repository point find. J'appelle la méthode find by non contents. Et là, je mets par exemple ici S. Alors j'ai S, j'ai par exemple A. Je cherche par exemple tous les patients qui contiennent la lettre A. Allez-y, comme ça. Et après, je vais les afficher. Et pour les afficher, donc je vais utiliser patient.forEach. Alors je peux toujours utiliser forEach comme ça, pay. Et j'affiche system.out.println p.toString. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois bien, là il me donne il y a Hassan, il y a Farah, ben, tout le monde a un A. Alors on va dire par exemple S minuscule, majuscule, bon. Voilà, je redémarre. Et je vois ici, j'ai que Hassan et Yassine, etc. F. Alors ici, je vois personne. Pourquoi personne? Parce que j'ai bien Farah, mais avec F majuscule. Donc là, il respecte la case. Donc, et après, si vous ne voulez pas prendre en considération la carte, vous voyez la casse, donc il faudrait spécifier. Alors, donc vous voyez, donc c'est très simple. Maintenant, je fais la même chose. Je voudrais, par exemple, récupérer tous les patients, par exemple, qui sont malades. Ben, je déclare, j'avais ajouté une méthode. Moi, je fais pareil. CTRL V. Alors, je peux utiliser par exemple by l'attribut, comment il s'appelle? Malade. Et ici, je déclare un attribut booléen. Par exemple, B. Ben, c'est pareil. Ici, donc, je vais chercher encore, faire copier-coller. Patient 2. Et là, j'appelle find by quoi? Malade. Je peux mettre soit true ou bien false. Alors ici, donc, je fais patient 2. Je parcours patient 2 et j'affiche. Je redémarre. Alors si vous avez remarqué, je ne redémarre même pas parce que DevTools, à chaque fois que je fais la modification, elle redémarre l'application. Alors vous voyez donc ici, le seul qui est malade, c'est Yassine. Alors si je mets false, je devrais avoir les autres. Restart. Et vous voyez ici, donc les autres ne sont pas malades. Alors après, vous pouvez combiner, etc. Donc vous pouvez combiner entre plusieurs paramètres. Par exemple, je veux une méthode qui permet de chercher par nom, mais en même temps qu'ils ne sont pas malades. Je fais copier-coller. Alors dans ce cas-là, je vais dire find by non contains and malade, et j'ajoute un deuxième paramètre, booléen B. Oui, donc ça c'est une recherche à 2 critères. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je peux également tester de la même manière ici. Donc find by ça. CTRL V. Donc c'est find by contains. Je voudrais chercher les patients qui dont le nom contient A, mais en même temps qui sont malades. Ça c'est patient 3. Je parcours patient 3 et j'affiche. Alors je vois bien ici, ben, le seul encore c'est Yassine. Alors, vous voyez donc le mapping objet relationnel, c'est des codes techniques.
Alors si vous passez via GDBC directement, c'est que vous êtes toujours en train d'écrire des codes et que vous êtes en train de patauger dans des problèmes inutiles. Si vous utilisez donc directement JPA, donc vous écrivez entity manager, etc. Mais si vous utilisez Spring Data, c'est que vous êtes en train d'utiliser quelque chose de générique qui marche bien. Alors le dernier point peut-être que je vais vous montrer. Alors après, si vous voulez supprimer un patient, donc vous pouvez utiliser donc ces patients repository. Vous pouvez utiliser delete by ID. Vous donnez par exemple le patient numéro 5, L, et c'est supprimé. Et après, donc, si vous tentez d'afficher, après, ici vous mettez find all. Pas de paramètres. Ça c'est patient 4. Je parcours la liste des patients 4 et j'exécute. Vous voyez ici, j'ai le que 4. Donc ça c'est les opérations classiques. Après, il y a quelque chose de très important dans Spring Data, c'est la pagination. Alors maintenant, quand vous dites find all, il va vous retourner tous les patients. Mais imaginez que vous avez par exemple 10 000 patients. Find all, il va charger en mémoire 10 000 patients. C'est beaucoup. Alors généralement, quand on a beaucoup de données, on a besoin de charger page par page. Alors comment faire la pagination? Alors pour faire la pagination, on va utiliser en fait la méthode find all. Il est surchargé. Vous ajoutez juste find all et vous mettez vous utilisez page request. Alors page request et après vous ajoutez off directement et vous spécifiez le numéro de la page 0 et vous mettez size, vous mettez 2. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train de... alors dans ce cas-là, ça va retourner pas une liste, ça va retourner un objet de type page. C'est une page. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de lui demander, donne-moi tous les patients, voilà qu'il je veux que 2 patients. Je veux pas tous les patients, je veux que 2 patients à partir de quelle page? 0. Alors si vous faites ça, page 5, alors d'ailleurs on va l'appeler page patient. On a un page patient. Voilà qu'une page patient c'est une page. Si vous voulez le contenu de la page, on va ajouter pagepatient.getContent. Vous voyez donc getContent, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne la liste des patients. Si vous voulez que je vous montre un peu mieux, et après on va s'arrêter à ce niveau-là. J'ai la liste des patients. Pour récupérer la liste des patients à partir de la page, je vais l'appeler patient liste patient. Égal à quoi? Égal la page patient. Et la page, quand il vous retourne la page, il contient des méthodes. GetContent, il vous retourne la liste des patients. Si vous mettez get, il y a la méthode get, par exemple, get total pages. Total pages, c'est le total de pages, parce que vous lui demandez ça, c'est 2, il vous donne le nom de page. Etc. Donc vous avez dans Page, vous avez des méthodes qui permettent de faire la pagination. Alors d'habitude, si vous voulez programmer ça risque de vous prendre un peu de temps. Alors ici donc je vais utiliser plutôt ces get content. Alors comme get content, dans ce cas-là, je vais utiliser liste patient.forEach. Alors ça c'est de la pagination. Si vous exécutez, vous allez voir qu'à la fin, il va vous afficher que 2. Les 2 premiers, les Homma à Homma. Il y a Hassan et Farah. Mais si je lui demande, je veux la page 1, il va me donner les 2 suivants. Et les 2 suivants, c'est quoi? C'est Iman et Ayman. Alors maintenant, alors ici, combien de pages? Si vous voulez savoir le nombre de pages, on va l'afficher.
Logiquement, on a 4 enregistrements. Parce qu'on a supprimé un ici. Chaque des enregistrements dans les pages. Non. Je suis en train de dire la page, combien d'enregistrements? C'est 2. C'est deux. Ben si, il y en a 2. ولكن de quelle page? La page 2. La page 1. Parce que la première page, c'est la page 0. La page 0, c'est-à-dire il commence les 2 premières lignes. Si vous dites la page 1, c'est-à-dire من 3 le 4. La page 2, من 5 le 6. Oui. Donc, mais après, si vous lui dites, je veux par exemple la page 0 et je veux par exemple 3. C'est-à-dire, il va vous prendre les 3 premiers. N'est-ce pas? Alors d'ailleurs, si vous voulez afficher le nombre, je garde 2. Si vous affichez le nombre de pages ici vous affichez le nombre de pages et le nombre de pages ici c'est page patient point get total pages. C'est le total de pages. Là, moi je lui demande la page 0. Ben, il me dit que le total de pages c'est quoi? Il y en a 2. Mais ça c'est la page 0. Je veux la page suivante. 1. Logiquement, il devrait me donner le 2 et le 3. Etc. Bon, d'ailleurs, on va voir que dans l'application web qu'on va créer, on va utiliser donc des liens. Quand je clique ces liens, je navigue entre les différentes pages. À chaque fois que je clique sur le lien, je demande une nouvelle page. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on find all, quand vous cherchez des données, il faut toujours se poser la question. Il se peut que le nombre d'enregistrements retournés est très important. Et ça, c'est pas bien pour l'application. Donc souvent, on fait de la pagination. Et pour faire la pagination, donc on va utiliser ça. Et si vous voulez, dans une méthode, ajouter la pagination, par exemple, la méthode que nous avons créée, ici, par exemple, vous dites, je veux chercher les patients, ici, pour lesquels je ne veux pas avoir tous les patients. Je vais les chercher par page. Donc, au lieu de retourner une liste, qu'est-ce que je vais retourner? Une page. Mais quand vous retournez une page, il faut ajouter un deuxième paramètre. Alors, le deuxième paramètre est de type le deuxième paramètre, c'est le numéro de la page. Il me faut le numéro de la page et la taille. ولكن هذاك le numéro de la page et la taille, et les deux types, il y a une interface qui s'appelle Pageable. Pageable, attention, c'est pas java.awt, c'est Pageable de Spring. Alors, quand vous ajoutez Pageable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je demande find by non contents, je lui transmets le nom et je lui transmets les informations sur la page. Et à nouveau, donc ici, le problème va être réglé. Alors, si je regarde ici, là, bien sûr, c'est en rouge parce que là, il ne comprend pas. Donc, je lui demande, cherche-moi les patients dont le nom contient A. ولكن, je vais utiliser page request.of. Je veux la page 0. Et s'il y a beaucoup de patients, il ne me retourne que 5. Ou bien que 2. Et dans ce cas-là, ici, ce n'est plus une liste que je récupère, c'est plutôt une page. Et quand vous parcourez la page ici, alors si vous faites for each, normalement il faut faire .getContent.for each. D'accord? Mais même si vous mettez for each sans passer par getContent, ça va marcher. GetContent, je veux la liste, et après je fais for each. Alors ici il y a quelque chose qui cloche. Page request. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, alors ici j'ai mal écrit, alors page request, alors pageable, alors regardez ce pageable là que j'ai choisi, c'est pas le bon. L'importation que j'ai faite, c'est pas le, il faut utiliser pageable de Spring Data. Pageable Spring Data, c'est celui-là. Et là, plutôt, ça passe, pas de problème. Alors, j'exécute. Et après, donc, si vous cherchez bien, donc là, il vous affiche finalement, c'est que 2. Donc ça, c'est c'est-à-dire,
les patients qui contiennent A. Voilà, en même temps, je lui dis, tu me donnes que 2. Pour chaque page, tu me donnes que 2. Alors, ce qui vient ici, quand il va vers la base de données, il va ramener uniquement les patients. Les patients qui se trouvent dans la base de données. Plutôt, il va ramener que le nombre de patients que vous lui demandez dans la page. C'est clair? Bon, la dernière chose, et là je vais m'arrêter, si maintenant notre base de données utilise quoi? H2. Moi j'aimerais bien utiliser MySQL. Alors pour utiliser MySQL, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, la première des choses, c'est d'aller vers le fichier POM XML et il faut inclure la dépendance de MySQL driver. Alors ici donc H2, je vais la mettre en commentaire. Donc ajouter un bloc comment. Donc ça, j'enlève H2 et je vais ajouter MySQL. Alors si vous voulez ajouter MySQL la dépendance avec Maven, vous pouvez la chercher directement, quelque chose comme ça. Vous dites MySQL Maven Dependency. Avec Maven, c'est comme ça qu'on cherche les dépendances. Vous trouverez donc le repository Maven. Vous prenez la version, par exemple la dernière, et vous prenez la dépendance ici, Maven. Vous voyez ici, ça c'est pas Gradle, c'est Maven. Donc je prends ça, copier. Donc il y a la dépendance du pilote GDBC de MySQL. Alors ça c'est la première solution. La deuxième solution, si vous travaillez avec Eclipse, vous mettez Alt Entrée, ou bien CTRL Entrée, je ne me rappelle plus. CTRL espace. Oui, c'est CTRL espace, voilà. Et vous avez Edit Starters. Et quand vous faites Edit Starters, il va vous permettre d'afficher à nouveau la fenêtre qui permet de cocher les dépendances que vous avez au départ. Et là encore, vous allez chercher MySQL driver. OK. Et ici, vous allez voir que la dépendance a été ajoutée. Elle est là. Aussi la même chose. Pour vous, la dépendance, il faut ajouter MySQL. Alors d'abord, maintenant, nous avons MySQL, mais il faut changer ici. Alors on va changer les propriétés et on va mettre quelque chose que vous avez dans le support. On va faire copier-coller. Alors on va ajouter les propriétés suivantes. Voilà. CTRL-C. On va mettre les dépendances ici. Et je mets ici, alors à la place de ça, CTRL-V. Et là, je change. Bon, ça, je n'ai plus besoin. Ça, c'est pour H2, n'est-ce pas? Je la mets en commentaire. Alors maintenant, c'est pour MySQL. Voilà l'URL. Donc, j'ai besoin maintenant de démarrer WAMP Server ou l'exemple MySQL. Je vais utiliser exemple. Vous avez l'habitude de faire. Utiliser. Alors, une fois qu'elle est démarrée, je vois bien ici, elle est démarrée. Il y a Apache qui est démarré. Il y a, bon, il faut faire attention parce que maintenant, ça c'est exemple, il démarre Apache sur le port 80, MySQL sur le port 3306. Et je vais accéder à phpMyAdmin. Ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et je vais créer une base de données, ici, une base de données que je vais appeler DB. Alors cette fois-ci, la base, il faut la créer, DB patient. Voilà, on ne va pas créer les tables, donc on va juste créer la base de données. Alors j'ai déjà cette base de données, je vais l'appeler DB patient N7. Alors je crée la base de données, elle est là, DB patient N7, elle est vide. Et maintenant, je dis voilà, c'est quoi le data source? C'est GDBC MySQL localhost. Alors ici la base de données, c'est DB patient
N7. Alors pour le moment, je vais faire CTRL X et après je vais vous expliquer ça. Alors maintenant, username c'est root, password une chaîne vide. Alors pour le pilote JDBC, pour le cas de MySQL, ici vous n'avez pas besoin. Je le mets ici en commentaire parce que par défaut, il utilise un pilote JDBC qui est plus récent. Donc c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de spécifier le pilote JDBC. Si vous voulez que Hibernate vous affiche les requêtes SQL au moment de démarrage, vous mettez true. Et après, si vous voulez qu'il vous génère la base de données, ici vous mettez Hibernate DDL Auto. Vous pouvez mettre soit update ou bien create. Vous vous rappelez donc create, update. Alors ici, si vous mettez create, à chaque fois il va l'écraser. Et après, on va utiliser le dialecte. Alors le dialecte c'est MySQL 5 dialecte. Je démarre l'application. Et là, je viens de basculer. Bon, je n'ai pas besoin de changer le code. Je viens de basculer min H2 vers MySQL. Et si je vois mon application, c'est parce que j'ai demandé show SQL true. Vous voyez ici, cette fois-ci, il vous affiche les requêtes SQL au moment de l'exécution. Vous voyez donc select, il fait select, ici il fait insert, n'est-ce pas? Bon, ça c'est juste cette propriété qui permet de faire ça. Et si je regarde ma base de données MySQL que j'ai ici, j'ai la table patient qui est générée, elle est là. Et si je la regarde, je vois bien qu'il y a les données qui sont là. Alors si je réexécute la deuxième fois, il va l'écraser, n'est-ce pas? Mais par contre, si je mets update, à chaque fois, il va ajouter les mêmes données. Je redémarre. Update, oui. Update. Je redémarre. J'ai mal écrit. Comme quoi, c'est quand on... Alors, si vous mettez update, ça veut dire qu'il ne va pas écraser la base de données. Du moment qu'à chaque fois, on insère des données, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que dans notre base de données, cette fois-ci, il n'y en aura pas 4, mais il y en aura plusieurs. Vous voyez? Ici, maintenant, il y en a 8. Ils sont dupliqués. Parce que ici, donc, mon application, à chaque fois, il insère des enregistrements. À chaque démarrage, vous insérez des données. Mais après, si vous ne voulez pas que les données soient insérées à chaque fois dans votre application, bien, tout simplement, au niveau de l'application, vous mettez en commentaire ça. Parce que là, à chaque fois, vous insérez. Donc ça, c'est ce code-là, vous le mettez en commentaire. Ben voilà, donc ça c'est... Bon, je vous ai fait cette démonstration, c'est juste pour vous permettre d'abord de vous montrer comment travailler avec un projet Spring Boot. Ça c'est la priorité, parce que c'est comme ça qu'on va... Tout le développement que vous allez faire dans J2E, c'est comme ça. Parce que, c'est-à-dire la démo que je viens de vous faire aujourd'hui, il n'y a pas de partie web. Je n'ai pas parlé de la partie web. Alors après, par la suite, si vous voulez... dans la partie web, je vais juste ajouter une petite classe. Après, par la suite, ça c'est le cours que nous allons faire après. Si on veut créer par exemple un contrôleur Spring MVC qui permet de retourner les données en format JSON, ben, c'est très simple. On va créer une classe dans le package qu'on va appeler web. Je vais l'appeler par exemple patient contrôleur. Pour être patient contrôleur, je peux faire quelque chose de plus simple. Je vais utiliser la notation qui s'appelle REST controller. Et je vais déclarer, je vais utiliser l'interface patient repository. Patient repository. Je fais AutoWire parce que je dois lui demander de faire l'injection des dépendances. Supposons, je veux dans mon application mobile, parce qu'il y a un mail qui pose toujours cette question mobile. Je veux dans mon application mobile, je veux maintenant afficher la liste des patients. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer une méthode qui permet de retourner la liste des patients. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir après, bien sûr. Patient. Liste patient, je peux l'appeler comme je veux. Et tout simplement, je vais retourner directement return patient repository. Patient repository.findAll. Je peux appeler toutes les méthodes que j'ai. Et après, je vais lui dire pour accéder à cette méthode, il faut envoyer une requête avec get
get mapping. Je vais utiliser l'URL / patient. Regardez, je redémarre. Alors automatiquement, si vous accédez, maintenant ça c'est la partie backend, d'accord? La partie backend c'est fait, il démarre, il insère les données dans la base. Et maintenant je veux mon application mobile, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va contacter localhost 8082. Ça c'est le port que nous avons utilisé, c'est ça? 82. Je vais mettre / patient. Monsieur, pour une lettre. Oui, 8082. 8082 / patient. Regardez ce qui se passe. 8082. Alors, c'est pas 8082 parce qu'il ne l'a pas relu. C'est le port, je ne l'ai pas changé. 80, c'est bien ça. 8082. Oui. Tout à fait. Alors ici, je vais redémarrer. 8082. J'ai bien ici un REST controller, je l'ai dans le bon package, oui. Hotwire, get mapping / patient, c'est écrit correctement. Il y a une exception qui est générée au départ. Si vous avez no class. Alors ici, donc mon application, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que je lui demande à un moment donné le patient numéro 5. Et or, le patient numéro 5, je l'ai supprimé. Vous voyez, donc avec delete, ça m'a posé un petit problème. Donc ici, je vais la supprimer, je vais faire ça. Ok? Et là, quand je le supprime, même si vous l'ajoutez une deuxième fois, il ne va pas lui donner 5. Il incrémente. Donc c'est pour cela que quand mon application est démarrée, il s'est arrêté. Donc quand vous démarrez l'application, il faut s'assurer que ce n'est pas démarré. Maintenant, si je vais vers localhost 8082 / patient, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir la liste des patients en format JSON. Alors, vous avez compris maintenant, si le TP de développement mobile que vous avez fait la dernière fois, il s'agit d'interagir avec une API REST. Si je veux créer mon application mobile qui permet d'afficher la liste des patients, il suffit d'envoyer une requête vers cette adresse-là. Je récupère la liste des patients en format JSON et je peux l'afficher dans une application mobile, je peux l'afficher dans une application web avec React, etc. Et comme je peux l'afficher dans une application basée desktop. Mais après tout ça, la création, je suis en train de créer avec ce REST controller, je viens de vous créer ce qu'on appelle un web service. C'est un web service, ça. C'est un web service RESTful. Et après, dans le même contrôleur, je vais ajouter une méthode qui permet d'ajouter un patient, qui permet de chercher, de faire, etc. Donc j'ajoute les méthodes et après tout ira bien. Par exemple, je veux un patient, sachant son ID. Je vais mettre ici get / le ID du patient. Et dans ce cas-là, ici, donc je récupère le ID du patient. Et comme c'est un paramètre qui vient dans le path, je vais utiliser ici une annotation de Spring qui s'appelle path variable. Et là, au lieu d'utiliser la liste, je vais retourner un seul patient, par exemple. Un patient. Ici, au lieu de find all, je vais utiliser find by ID. Et le ID, je lui donne, mais il faut ajouter .get. Alors si je redémarre, donc mon application, à nouveau, mon application backend, il me permet quoi? Il permet de consulter la liste des patients et de consulter un patient sachant son ID. C'est-à-dire si je fais / patient, alors je vois ici tous les patients qui sont dupliqués. Si je fais par exemple / patient / 1, je vois le patient dont ID égale à 1, /2, dont le ID égale à 2, etc. Bien, alors je pense que ça suffit. Donc ça c'est la démo que je vais partager avec vous. Donc je crois qu'il résume un petit peu les choses essentielles que vous devrez mettre entre les mains d'abord. Chez vous, vous prenez vraiment le temps de pratiquer cet exemple-là. Vous allez tomber dans des petits problèmes classiques techniques. Le port, des trucs comme ça, où la Lombok ne marche pas, donc il faut chercher. Mais toutes les réponses elles sont dans cette vidéo. Mais une fois que vous savez faire ça, ben écoutez, tout ce que je viens de vous montrer maintenant, si vous regardez la quantité de code que nous avons écrit, même si j'ai parlé pendant 3 heures peut-être, regardez,
Nous avons créé, ça c'est ce que nous avons écrit. C'est l'entité GPA patient. Et nous avons créé cette interface-là. Et nous avons créé ce petit contrôle. C'est tout. Regardez la quantité de code. C'est pas beaucoup. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de concepts. Pour cela, bon, il fallait expliquer tous les petits détails. Et tous ces concepts-là techniques, c'est ce qui va vous faire qu'au début, vous allez passer peut-être un peu de temps pour faire ce TP. La deuxième fois, vous allez le faire plus rapidement. La troisième fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 15 minutes. Peut-être la première fois, vous allez le faire en 5 heures. Et 3 semaines après, c'est des choses que vous faites en 15 minutes. Et là, les automatismes, ils sont là. D'accord? Mais après, bon, au départ, c'est normal, il y a des problèmes techniques parce que vous n'êtes pas habitué, etc. Bon. Mais ce que je vous dis, c'est ça, c'est parce qu'en fait, les étudiants, quand ils sont généralement, en tout cas mes étudiants, quand par exemple l'année prochaine, en deuxième semestre, les choses à deux, ça devient presque des petits automatismes. Parce qu'on passe à autre chose, des choses un peu plus avancées, mais créer des applications comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Spring Boot, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Alors donc, je vous laisse travailler cette partie-là. Après, on va voir comment gérer les associations. Parce qu'en fait, je n'ai pas parlé aujourd'hui, je ne vais pas en parler, parce que vous allez voir, il n'y a rien de spécial, même si vous êtes en train de vous poser la question comme ça. Alors par la suite, nous allons voir comment gérer les associations de type one-to-many, many-to-one. On va voir comment gérer l'héritage, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Alors vous voyez un exemple, patient, rendez-vous, consultation, etc. Vous avez des exemples que nous allons essayer de voir, un utilisateur qui appartient à plusieurs groupes, un groupe contient plusieurs utilisateurs, etc. Bon, il y a des cas d'association qu'on va traiter par la suite, mais pas pour tout de suite, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre d'abord la démarche pour gérer une entité. Si vous savez gérer une entité, alors de la même manière, vous pouvez gérer toutes les entités de votre application et aussi les relations.